Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouveau épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, nous allons parler de MLS pour analyser tout le classement et voir les dernières places qualificatives qui pourraient se qualifier pour la grande finale, les playoffs MLS, le moment de l'année qu'on adore, qu'on suit avec excitement. Donc aujourd'hui, je suis accompagné, comme d'habitude, par un des co-rédacteurs en chef, Adi Raphaël. Ça va bien, Adi? Ouais, ça va bien. Et toi, Anthony? Ça va très bien, merci. Un peu grippé, mais à part cela, là, ça va très bien. Et également, je suis très heureux de pouvoir accueillir là, un de nos rédacteurs, quelqu'un qui est souvent présent avec toi, Adi, Mathieu Lemay. Ça va bien, Mathieu? Salut Anthony, salut Adi. Comment ça va tout le monde? Beaucoup d'excitation. Ouais. Cette fin de saison de la... Ouais, j'ai pas fini ma phrase. Beaucoup d'excitation pour cette fin de saison en MLS. Ouais, exactement. On se disait aussi, il y a quelque chose qui manque dans ta phrase. Ouais. Non, effectivement, il y a beaucoup d'excitation, des courses folles des deux côtés, de l'Est et de l'Ouest. Ça se joue, mais à des erreurs et à des petites choses. C'est ridicule, mais c'est beau. C'est ça qui est excitant à voir, en fait. C'est le prix de la parité. Exactement, t'as tout compris. Exactement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, là, je prierai à nos auditeurs là, d'aller suivre toutes nos pages sur les réseaux sociaux, YouTube également, les sites de podcasts également, puisqu'on a un nouveau podcast depuis environ un mois sur la Canadienne Première Ligue et l'équipe nationale canadienne, c'est le CS à l'érable. Que Adi, tu fais accompagné de Daniel Cameron. C'est vraiment un podcast là, fabuleux pour tout fanatique du soccer canadien ou ceux qui aimeraient s'y initier, là, parce que dès que tu l'écoutes plus de 2-3 semaines, je crois que tu commences déjà à être initié à la Canadienne Première Ligue et à l'équipe nationale. Adi, tu dois être content de faire ce podcast avec notre rédacteur canadien. Ben oui, effectivement, super content de faire ce podcast-là, promouvoir le soccer canadien un peu partout, en parler, surtout avec cette année historique, avec la première saison de Première Ligue canadienne, qui est la première, qui est une ligue professionnelle au Canada. On n'en avait pas une depuis 92. La dernière avait disparu malheureusement pour manque de fonds, tandis que cette année, on a des bases solides, une nouvelle ligue qui commence avec vraiment des garanties financières assez intéressantes, un niveau de jeu très très surprenant dès la première année, mais vraiment très surprenant. Et en plus, bien évidemment, des passionnés comme notre ami Daniel Cameron, même s'il n'est pas là depuis 2 semaines, il est en vacances, ce petit chanceux. Mais j'essaie de trouver des personnes à qui parler. J'ai reçu à un moment donné notre autre rédacteur CanPL, Alex Rupert. J'ai reçu la dernière fois monsieur Éric Chenois de Vieux-Parc. C'était très intéressant. Puis au fur et à mesure, on essaye d'inviter du monde qui puisse rentrer dans le moule et parler un peu de Première Ligue canadienne, parce que c'est ça, j'aime avoir des invités qui sont vraiment qui s'y connaissent vraiment en Première Ligue canadienne, et jusqu'à maintenant ça se passe super bien. On a beaucoup d'écoute et je suis très content. Oui, effectivement, c'est vraiment plaisant comme podcast, puisqu'on réussit à inviter toute la communauté, pas toute la communauté francophone, ça serait un podcast beaucoup trop gros, mais une partie de la communauté francophone qui aime le soccer canadien, donc c'est ça qui est plaisant. Mais rentrons dans le vif du sujet, la MLS, vraiment, là, pour certaines équipes, il reste 4 matchs à faire, pour d'autres 3, pour d'autres 2, donc c'est vraiment la fin de la saison, là, on commence à voir les équipes stresser un peu là, lorsqu'ils perdent des points. Mais commençons par le haut du classement et commençons à l'Est. Dans le haut du classement, là, les 3 premières positions, c'est le NYCFC à 57 points avec 4 matchs à jouer. Atlanta United à 54 points et 31 matchs à jouer. Et l'Union de Philadelphie avec 52 points et 4 matchs à jouer. Donc vraiment, là, c'est une course assez serrée. Mais je me demandais, Mathieu, toi, c'est qui que tu vois remporter là, la première place à l'Est? À mes yeux, ça risque fort d'être New York City FC dans l'Est. C'est l'équipe qui a la meilleure saison, je pense, dans l'ensemble. Ils ont démarré un peu sur le pilote automatique, mais avec des matchs nuls. Ils ont perdu très peu de matchs. C'est une équipe bien rodée,
est très bien structuré. Puis cette saison, en plus, les joueurs... je recommande d'ailleurs de lire l'article d'Adi Raphaël sur les recrues. Ils ont une très bonne recrue en leur sein et qui vient accompagner déjà leurs vétérans comme Maxime Morales et tout ça. On a su faire habilement la transition cette saison, ou compléter, devrais-je dire, le plan sportif que New York City s'était doté, alors que David Villa, les vétérans, Lampard et Pirlo ont quitté. Et là, en plus, New York City FC, sur sa meilleure séquence de la saison, ils ont 6 victoires en 7 matchs. Et le 7e match, c'était un match nul. C'était contre Toronto. Ils ont encore gagné contre San Jose le 14 septembre dernier. Il leur reste encore 4 matchs, mais ça va être à Dallas. Ça va être peut-être un peu plus difficile. Dallas sont très forts à la maison. Ensuite, c'est contre Atlanta. Mais là, Atlanta, ils sont privés des services de Joseph Martinez. On va sans doute en parler un petit peu plus tard. Ils vont aller ensuite en Nouvelle-Angleterre, où ça va un petit peu moins bien. Puis ensuite, un autre match solide à Philadelphie. Mais malgré ça, c'est une équipe qui, à l'exception du début de saison où on enchaînait les matchs nuls, c'est une équipe qui a très peu perdu de match cette saison. Ils ont été constants tout le long. Je vois mal comment ils pourraient perdre la première place. Ouais. Et toi, Adi, est-ce que tu es du même avis que Mathieu? En fait, je sais pas si tu te rappelles, Anthony, mais on avait fait un peu ce même genre d'épisode il y a à peu près un mois. On aime faire ça, la Culture Soccer, revenir là-dessus sur la course aux playoffs. Et on l'avait fait, toi et moi, je pense qu'on était tout seuls, si je me rappelle bien. Et on avait dit, dans ce temps-là, New York City FC était peut-être 5e ou 6e à l'Est. Et on avait vu qu'ils avaient des matchs en main, mais on avait déjà analysé ça et on s'était dit tous les deux comme quoi ils allaient être premiers dans l'Est. Et on le voit maintenant, en date d'aujourd'hui, ils sont premiers dans l'Est, 57 points, 30 matchs joués. Ils ont encore derrière eux Atlanta, oui, à 54 points, mais ils ont un match de plus déjà joué. Donc, moi, je pense pas que ça va être... je pense pas qu'il y aura surprise. Je pense que New York City FC va garder cette place-là. Une chose, par contre, qui est très intéressante, on s'attendait tout le temps à ce que du côté de l'Ouest, Los Angeles FC remporte le Supporter Shield, qui est le premier sur le classement général. On s'attendait qu'il y ait beaucoup de points d'écart et ainsi de suite. Si tu regardes maintenant en date d'aujourd'hui, il y a juste 8 points entre Los Angeles et New York City FC. C'est sûr que je pense pas que New York City FC va rattraper Los Angeles. N'empêche, l'écart n'est plus aussi grand, surtout que New York City FC a aussi un match de moins joué par rapport à LA. Donc finalement, ils ont pu quand même réduire l'écart entre eux et la première place du classement général. Pour ce qui est de l'Est, je suis très impressionné encore par Philadelphie. Je m'attendais pas du tout à aller voir là. J'aime beaucoup ce qu'ils montrent avec beaucoup de jeunes, des joueurs qu'on n'attendait pas. Un Casper Prisbilko en attaque qui est extraordinaire, qui a déjà marqué, je pense, 13 ou 14 buts. Un milieu de terrain très, très fluide. Moi, je pensais qu'avec le fait que Dojkal, l'année passée, qui était là au milieu avec Bedoya et Medunjanin, le fait qu'il soit parti, Dojkal, je pensais que ça allait être très difficile pour Philadelphie de trouver cette même chimie qu'ils avaient l'année passée au milieu de terrain. Finalement, non, ça se passe très bien, que ce soit Marco Fabian, que ce soit Montero, il y a de très bons joueurs au milieu de terrain qui fait en sorte que le collectif marche avec, comme je l'ai dit, de très bons joueurs. Puis à Atlanta, beaucoup de monde pensait que le changement d'entraîneur, ça allait être compliqué. Par contre, non. Ça se passe bien avec Frank de Boer. Ça se passe même très bien. Ils sont deuxièmes. Ils ont encore une chance de finir premier à l'Est, mais je pense que ça va être difficile de rattraper New York City FC. Si je peux me permettre pour compléter ce qu'Adi a dit. Moi aussi, je suis surpris de la saison de l'Union de Philadelphie. L'arrivée de Chibulko à l'attaque, vraiment un joueur très physique, ça a vraiment aidé Philadelphie. Le plus bel exemple qu'on pourrait citer, c'est que l'année dernière, Philadelphie avait dans son 11 titulaire un joueur qui s'appelait Corey Burke. Cette saison, on l'a mis de côté. Il y a eu des problèmes de passeport, lui aussi d'ailleurs, pour ne pas nommer quelqu'un d'autre bien connu à Montréal. Mais malgré ça, Jim Curtin a réussi à bâtir une équipe qui a changé un petit peu de visage par rapport au jeu et à la tactique cette saison, contrairement à l'an dernier. Et ils ont une équipe, je pense, un peu plus complète. Tandis que pour Atlanta, c'est vrai que c'est encore une très, très grosse formation. Mais on voit que Pity Martinez n'est pas Miguel Almiron non plus. Ça explique peut-être les quelques ratés qu'ils ont eus cette saison et qui va probablement les priver de la première place au classement. Oui, et c'est ça, tu parlais de Corey Burke. Et oui, c'est le joueur qui n'a pas pu recevoir son visa de travail, donc qui est prêté actuellement en Jamaïque. Assez décevant pour ce joueur.
Mais, oui, il avait mais connu oui. une grosse saison l'an passé. Parlez-en à l'Impact de Montréal, à qui il a fait mal très souvent. C'était un très bon joueur. Et là, tout à coup, cette saison, les choses ont moins bien tourné en sa faveur. Mais Philadelphie a pu faire sans lui. Mieux que ça, ils ont trouvé d'autres bons joueurs là, pour pouvoir avoir l'équipe qu'ils ont actuellement. Mais ce qui m'a encore plus épaté, c'est vraiment que Curtin a changé un peu l'identité de cette équipe-là progressivement. On le voyait venir peut-être avec un plan de match qui serait à peu près la même que l'an dernier, c'est-à-dire que c'était une équipe physique qui jouait un peu plus la transition, mais qui jouait physiquement. Et là, cette saison, on joue beaucoup plus la possession du ballon, on est beaucoup plus entreprenant. Et ça, il y a de quoi surprendre de ce côté-là, mais au moins, ça prouve que les jeunes joueurs aussi, parce que Philadelphie a une belle panoplie de jeunes joueurs, qui font un bon recrutement. Et ça prouve aussi que la patience paye, hein, parce que rappelons que Jim Curtin, ça a été un des entraîneurs souvent sur le fil d'être viré quand ça allait mal. Il était toujours comme à un doigt, on se disait, mais il est sur la corde raide, il va partir. Bien, finalement, Philadelphie a décidé d'être patient. Là, aujourd'hui, cette patience rapporte. Oui, et pourquoi on parle de la première place et tout, c'est parce que cette année, avec le nouveau format des séries, la première place aura congé pour la première ronde et il ira directement en demi-finale de conférence. Et donc, c'est le quatrième va affronter le cinquième, le troisième le sixième et le deuxième le septième. Et par la suite, tout ce beau monde vont s'affronter là, en demi-finale de conférence. Donc, il y a quand même un enjeu là, à être premier. Donc, ça va être intéressant à voir. Et si on continue à la quatrième, cinquième et sixième place, c'est Toronto à 46 points, DC United à 45 et les Red Bulls à 44. Ces trois équipes sont assurées d'être en série éliminatoire. Toi, Adi, est-ce que tu as une surprise dans ces trois équipes-là? Une surprise. Écoute, très sérieusement, je pense que Toronto s'est très bien débrouillé parce que si on regardait l'effectif qui a commencé la saison, il est complètement différent de l'effectif qu'on voit maintenant. Je m'attendais pas à voir Toronto avec l'effectif du début de saison. Je m'attendais pas du tout à les voir aussi haut, même que je m'attendais à ce qu'ils ratent les séries. Mais depuis, bon, ils ont engagé de très bons joueurs, dont Pozuelo, dont Nicolas Benezet, dont, en tout cas, il y a eu d'autres joueurs. Nick DeLeon qui revient après avoir fait, c'était supposé être un espoir, Nick DeLeon, un des meilleurs joueurs, et tout le monde pensait, quand il était jeune, tout le monde pensait que ça allait être une star de l'équipe nationale américaine. Puis finalement, ça a été un peu un flop pendant longtemps. Là, maintenant, à 29 ans, il joue, je pense, selon moi, une des meilleures saisons de sa vie au milieu de terrain. Il a même pris la place de temps en temps de Osorio. Il met Osorio sur le banc, donc c'est quand même assez bon. Juste après, tu as bien évidemment les jeunes. Tu as Erickson Gallardo, le Vénézuélien, qui est là aussi, qui fait du bon travail. Tsubasa Endo, qui est canado-japonais, qui est très bien aussi. Et puis, on a Omar Gonzalez, qui a été aussi recruté. Bref, Toronto, ça m'impressionne le fait que, en ayant ramené autant de pièces maîtresses, selon moi, ils se retrouvent aussi haut. La mayonnaise a bien pris assez rapidement. Du côté de DC, c'est vraiment une saison en dents de scie. Une saison en dents de scie où il y a eu de très bonnes périodes, il y a eu de très, très, très mauvaises périodes. N'empêche, ils sont encore là. Pour la dernière année de Wayne Rooney, on sait très bien qu'il retourne en Angleterre à Derby County où il va être joueur-entraîneur. Par contre, c'est assez décevant. On a eu un Luciano Acosta qui était vraiment très moyen cette année. La preuve, il était sur le banc. Par contre, il y a de bonnes acquisitions comme Rodriguez qui est excellent. C'est quand même une bonne équipe, mais je pense pas que ça va aller très loin, même s'ils ont déjà leur billet pour les playoffs. Puis après, il y a les Red Bulls. Et les Red Bulls, je pense que c'est l'équipe la plus décevante du côté de l'Est, de part du fait qu'on sait que l'année passée, ils ont gagné le Supporters Shield, donc ils ont été premiers du classement général. Puis cette année, ils se retrouvent en 6e place. Ils ont failli manquer les séries, si ce n'était sur quand même un très bon dernier match où ils ont remporté une victoire assez précieuse. Si je me rappelle bien, à Portland, 2-0. Personne ne s'attendait à ce qu'ils gagnent là. Et puis, c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont leur billet.
Ils ont leur billet. Ouais, ils ont pratiquement leur billet pour les séries. C'est pas sûr à 100%, mais on peut dire à 99,999%. Le problème des Red Bulls, c'est que leur fer de lance, qui est Bradley Wright Phillips, a été souvent blessé cette année. Ils ont manqué cette force à l'attaque qu'ils ont d'habitude. D'habitude, ils marquent beaucoup plus de buts. Ils ont marqué juste 51 jusqu'à maintenant, ce qui est quand même très bon par rapport au reste de la MLS, mais c'est pas dominant comme ils avaient l'habitude de montrer. Il y a eu aussi d'autres blessures, dont la blessure de toute la saison de Florent Valo. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'il remplisse une place importante au milieu de terrain. N'empêche, c'est quand même, ça aurait été vraiment, malgré ces déboires-là, ça aurait été vraiment très, très curieux et très exceptionnel de voir les Red Bulls en dehors de la course aux séries. Donc, pas vraiment de surprise de voir ces trois équipes-là, mais il faut dire que c'est pas vraiment les meilleures équipes de l'Est. Je pense que les trois au-dessus sont de loin meilleurs, comme le classement l'indique. Je pense pas qu'il y a en fait tricherie ou tromperie dans le classement ou de la chance ou quoi que ce soit. Au contraire, on voit vraiment les équipes à l'Est classées vraiment de la meilleure à la moins bonne, selon moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et toi, Mathieu, un avis spécialement sur Toronto, le DC United ou les Red Bulls? Ben, Toronto, c'est l'équipe qui vit peut-être la meilleure séquence présentement. Ils ont, avec le match nul contre LAFC, qui s'est décidé dans les arrêts de jeu avec un penalty, Toronto qui a failli causer une petite surprise, sont quand même sur une tendance de match sans défaite en MLS, à peu près de 10 matchs, je pense. Même s'il y a beaucoup de matchs nuls là-dedans, il y a quand même, ils n'ont pas perdu de points, ils en prennent. Et on les sent depuis le recrutement cet été, qui a été quand même assez pléthorique avec, comme Adi en a parlé, l'arrivée de Nicolas Bélezet, mais aussi de défenseurs comme Omar Gonzalez, entre autres. Cette équipe-là semble avoir trouvé son air d'aller, son rythme. Et je les vois pas vraiment descendre au classement. Même au contraire, j'ai l'impression qu'ils visent à monter plus haut. Et je pense qu'ils ciblent même à se rapprocher de l'Union de Philadelphie le plus possible. Mais en étant quatrième, c'est certain qu'ils sont, pour le nouveau format des séries, ils vont être mieux positionnés et ils vont probablement avoir un match à la maison, ce qui devrait aider. Dans le cas de DC United, la déception de cette saison, c'est que cette équipe-là n'a pas si mal fait à l'étranger parce que c'est là qu'on les attendait. Mais à la maison, par contre, ils n'ont pas été aussi dominants que l'an dernier lorsque Wayne Rooney était arrivé. Néanmoins, pour leur fin de saison, ils affrontent Seattle, les Red Bulls et Cincinnati. Donc, je pense qu'ils devraient logiquement rester dans la zone de qualification avec cette fin de calendrier-là. Tandis que du côté des Red Bulls, bien, c'est sûr que les départs de Tyler Adams, on sait qu'ils ont l'habitude de renouveler beaucoup avec leurs jeunes joueurs et tout. Ça a été un petit peu plus difficile cette saison, même si c'est un club quand même relativement stable là, avec les années là, en MLS. Ils ont gagné contre Portland là, le 18 septembre dernier, mais ça faisait suite à 3 défaites consécutives. C'est la deuxième fois cette saison qu'ils avaient 3 défaites. Et là, en fin de saison, ils vont jouer contre Philadelphie, DC United et ensuite à Montréal. Bon, Montréal va peut-être être, si on regarde la tendance, un match où ça va être peut-être le plus facile. Et encore là, c'est pas certain. Mais Philadelphie puis DC, ça sera pas facile pour les Red Bulls en cette fin de saison. Par contre, par rapport à leur position au classement, je pense qu'ils vont quand même réussir à rester dans le portrait des séries. Je ne les vois pas descendre sous la ligne, mais je les vois mal là, aller plus haut que la 6e place, à moins qu'ils arrivent à obtenir un succès contre DC United et passer devant. Ça va être le gros match de cette fin de saison pour déterminer peut-être le classement final. Oui, et si on continue dans la dernière place qualificative, c'est présentement le New England Revolution qui est à la 7e position avec 41 points et avec 3 matchs à jouer. Selon moi, je crois qu'ils vont être très durs à déloger. Là. C'est sûr que Chicago, Montréal et Orlando sont derrière, mais vraiment, là, selon moi, les Revs ont plus que leur destin en main. Il faudrait vraiment qu'ils fassent une erreur de parcours pour ne pas se qualifier. Adi, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis 100% d'accord avec toi, Anthony. Ça va être très difficile pour les Revs
en fait, de rater les séries. Il faut dire que si tu regardes le classement, ils ont 41 points en date d'aujourd'hui avec 31 matchs joués, tandis que les 4 équipes derrière qui peuvent encore prétendre à cette place-là, même s'il y en a certains où ça va être très compliqué, mais mathématiquement, les 4 équipes derrière peuvent encore prétendre à cette place, ont toutes les 4 32 matchs joués, donc un match de plus joué. Par exemple, Chicago a 3 points de retard, Montréal a 4 points de retard, Orlando a 5 points de retard, puis Columbus a 6 points de retard. Donc, ça va être très difficile pour New England de perdre cette place-là. Par contre, ça va pas être facile pour New England parce que en premier, ils se déplacent à Portland. Portland qui a vraiment besoin de points. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Après, ils reçoivent New York City FC, qui est quand même, comme on l'a dit, le favori pour l'Est. Et après, ils se déplacent à Atlanta. Et si dans la dernière journée, Atlanta peut encore devenir premier, ça va être très difficile aussi pour New England. Donc, ce serait pas farfelu de voir New England perdre ces 3 matchs-là. Faut pas non plus oublier que New England a eu une série de fous. Il y a un bout où ils avaient gagné à peu près, je crois, une dizaine de matchs de suite ou quelque chose comme ça. Mais depuis, ça va pas très bien, New England. Si on regarde depuis le 3 août, New England, ils ont une seule victoire, 5 matchs nuls et 3 défaites. Ça fait quand même et 2 défaites, pardon. Et ça fait quand même beaucoup de points perdus. Ils auraient pu garder cette place. Ils auraient pu être même 3e de l'Est très facilement s'ils n'avaient pas eu cette mauvaise passe. On voit par exemple hier soir un match nul 0-0 contre Real Salt Lake. Pour ceux qui ont vu le match, oui, vous allez me dire oui, ils ont quand même complètement dominé le match. Oui, ils auraient dû marquer 10 buts, ça aurait dû finir 4-0. N'empêche, c'est pas fini 4-0, ça a été quand même un 0-0. Ils ont eu du mal à Orlando, ils ont fait un 3-3. Ils ont eu du mal à domicile face à Toronto, ils ont fait un partout. En tout cas, ça a été très difficile. Ils ont perdu à domicile, bien évidemment, contre LAFC aussi. Bref, ça a été très difficile, puis ça va pas être non plus facile pour New England, mais ça va être difficile pour les autres équipes de le rattraper. Si je regarde, par exemple, Orlando a plus que 2 matchs. Ils ont 2 matchs, un à l'extérieur à Cincinnati, ça devrait passer, et face à Chicago, qui sera selon moi le gros match. Ça, c'est si et seulement si New England perd ces 3 matchs. Orlando, en fait, n'a pas son destin en main, mais s'ils gagnent ces 6 points-là, ils vont pouvoir au moins prétendre et être de sérieux prétendants au cas où New England fait un faux pas. Pour ce qui est de Columbus, ça va être très, 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 très difficile parce qu'ils ont 6 points de retard, puis ça va se jouer si jamais il faut que tout le monde perde, donc oublie ça pour Columbus. Montréal, je pense que Montréal a d'autres chats à fouetter, comme on dit, parce que ils ont la finale du championnat canadien qui... le match aller, ils se sont imposés 1-0, puis ils ont le match retour qui se joue ce mercredi-là. Le reste, ils reçoivent 2 matchs à domicile, un face à Atlanta, l'autre face aux Red Bulls. 2 matchs qui vont être extrêmement compliqués. Si ils gagnent le championnat canadien, ils vont avoir quand même beaucoup de pression qui sera partie de leurs épaules et peut-être qu'ils pourront faire de bons résultats. Si jamais ils perdent le championnat canadien, je pense qu'ils seront tellement stressés après une saison catastrophique du côté de Montréal, mais vraiment catastrophique où l'entraîneur a été renvoyé, ainsi de suite. Ce qui fait que je vois mal Montréal revenir. La surprise du chef, c'est Chicago. Chicago qui finalement n'est plus qu'à 3 points et a un match à domicile face à Toronto qui est prenable selon moi. Et un autre match à l'extérieur à Orlando qui est aussi prenable. Donc, c'est 2 matchs qui pourraient aller des 2 côtés. Et si New England fait deux faux pas, Chicago peut lui ravir sa place. Je pense que c'est le seul vrai concurrent de New England, c'est Chicago. D'accord. Et toi, Mathieu, est-ce que tu es d'accord avec Adi que Chicago, c'est le réel seul compétiteur aux Revs en cette fin de saison? Je suis entièrement d'accord avec Adi là-dessus, puis je vais amener même d'autres arguments pour apporter de l'eau à son moulin. Dans toutes les équipes qui sont dans la course actuellement aux séries, Chicago est l'équipe qui a le meilleur différentiel de buts. Ils ont même un différentiel positif de plus 5, alors que New England a moins 7. Ça, c'est tout à leur avantage. Chicago est aussi beaucoup plus dominant à la maison. C'est à l'étranger que ça c'est un peu plus difficile. Mais tu vas jouer à l'étranger contre une équipe d'Orlando qui n'est pas dominant ni à la maison ni à l'étranger.
et qui en plus, Orlando, c'est la seule équipe dans la MLS au moment où on se parle, je dis bien la seule, et j'inclus l'Ouest, là, qui n'a même pas été capable d'avoir 2 victoires consécutives. Alors, je vois mal comment Orlando, d'ici la fin de la saison, en plus, Orlando n'a pas gagné lors de ses 6 derniers matchs. Je ne vois pas comment Orlando pourrait remonter au classement. Pour ce qui est de la Nouvelle-Angleterre, bon, je ne rajouterai pas la fin de calendrier difficile, mais pour clarifier ce que Adi avait déjà dit, ils avaient eu une séquence de 11 matchs sans défaite pendant l'été, de juin à juillet, 7 victoires, 4 matchs nuls, mais depuis ce temps-là, une victoire en 8 matchs. Mais il y a quand même 5 matchs nuls, donc ils n'ont pas perdu trop de matchs, mais c'est quand même une fin de calendrier difficile à Portland, New York City FC, puis Atlanta, c'est pas des clients faciles. Il y a sûrement quand on regarde la tendance de l'équipe en ce moment, il y a probablement des points qui vont peut-être se perdre, et c'est là que Chicago, même s'ils ont un match de plus de disputé, peut espérer aller chercher grappiller des points puis monter au classement. Et c'est pour ça que, entre autres, je les vois peut-être comme le seul aspirant parce qu'effectivement, bon, l'Impact de Montréal, ils sont dans une spirale négative. Ils ont le 3e pire différentiel de buts en MLS cette saison. Et ils ont une fin de calendrier qui n'est pas facile non plus. Alors, je pense ils sont en train de miser. Là, on l'a vu par le fait que Piatti n'était pas là à Los Angeles contre le Galaxy hier. Je les vois mal là, miser sur le portrait des séries. Ils sont pas en position d'être en contrôle de leur destin. Et pour ce qui est de Columbus, je pense qu'on a tiré un trait sur la saison depuis la blessure d'Higuaín. L'équipe n'a jamais été capable de s'en remettre. Et je pense qu'on joue maintenant les matchs sans pression, un à la fois, puis on recommence l'année prochaine là, à essayer de bâtir une meilleure équipe. Tandis que pour Orlando, ben, c'est ça, c'est l'arrivée de Nani. Bon, Nani, c'est vrai que c'est un bon joueur, il a des statistiques, mais un peu comme Kaka avant lui. C'était pas en son pouvoir de transcender un effectif qui, pour moi, n'était pas assez fort. Et ça va être une autre saison sans faire les séries pour Orlando. Et comme quoi, il n'y a pas juste Montréal qui a des problèmes structurels et dans le recrutement pour bâtir une équipe là, qui serait plus constante puis un peu plus qui se situerait un peu plus dans le haut du panier là, dans la conférence Est. Parfait. Et si vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes prêt à se diriger vers l'Ouest? J'ai juste, par contre, une chose à ajouter très rapidement. Je sais qu'on prend un peu de temps. J'aimerais parler, il a complètement raison, en fait, Mathieu, quand il parle de Columbus. Par contre, je veux mentionner que Columbus, le fait qu'il joue sans pression, sont en train de faire des résultats quand même assez intéressants dernièrement. On a vu une victoire à l'extérieur. Bon, Cincinnati, c'est pas important. Mais n'empêche, après coup, ils ont fait match nul contre Chicago, bon, à domicile, mais ils sont partis s'imposer à Atlanta sur le score de 3-1. Ils sont partis aussi à ramener un résultat positif, même si c'est du côté de Vancouver, mais n'empêche, c'est à l'extérieur. Donc, quand même, ils sont sur 4 matchs, quand même une bonne dynamique. N'empêche, je pense que le retard était trop gros, comme l'a dit Mathieu, là. Le retard était trop gros, mais c'est quand même encourageant. Il y a de belles fondations qui sont en train d'être mises dès cette année, malgré l'absence de Federico Higuaín. C'est vrai, hein? Ils ont Columbus, ils ont qu'une seule défaite dans leurs 10 derniers matchs. Ils ont même été gagnés à Atlanta, ce qui est très difficile. Atlanta a très peu perdu à la maison. Mais les nombreuses séries de défaites là, à la mi-saison, quand Higuaín est parti, c'est ça qui leur a fait mal. Mais c'est bien qu'ils jouent sans pression. Je pense qu'ils ne visaient plus les séries à ce moment-là. Mais au moins, Caleb Porter est en train d'essayer de bâtir de quoi pour l'année prochaine. Ouais, non, ça risque d'être vraiment intéressant au crew. Caleb Porter, c'est un homme qu'on peut toujours lui faire confiance en MLS. Il coach, c'est un des meilleurs coachs selon moi. Mais si on se dirige vers l'Ouest, c'est assez dur de grouper les équipes puisque vraiment, là, il y a vraiment une lutte féroce. Mais commençons par le seul et unique, le LAFC, seul en tête, avec 15 points d'avance sur le deuxième. Vraiment, on en parlait un peu plus tôt, mais le Supporter Shield risque d'être une formalité pour le LAFC. Commençons par Adi. Quelle saison du LAFC cette année, hein? Oui, une saison extraordinaire, un effectif extrêmement bon, des recrues à recruter, des recrues quand même assez intéressantes. Bon, il y a eu un flop, bien évidemment. Le monde va me parler de André Horta qui est venu puis parti en coup de vent parce qu'il n'a pas été bon. Mais n'empêche, il y a eu de très très bonnes recrues. On parle de Atuesta, on parle de Segura, le défenseur central qui est extraordinaire cette année. Il y a tout eu dans cette équipe. On a aussi, bien évidemment, en attaque, c'est impressionnant avec, bien évidemment, notre cher Carlos Vela, avec Diego Rossi, avec Diomande, avec
avec Latif Blessing. Au milieu de terrain, Marc-Anthony Kaye. En tout cas, ils ont tout ce qu'il faut. Vraiment, là, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Par contre, et c'est ça qui est un peu dérangeant, c'est que LAFC, je ne sais pas s'il y a un certain sentiment de suffisance, mais LAFC est sur une période très compliquée dernièrement. Hein. Les gens ne le remarquent pas parce qu'ils avaient tellement d'avance sur le reste. LAFC, sa dernière victoire remonte au 21 août, une victoire 4-0 contre San Jose. Depuis, match nul à domicile contre LA Galaxy dans El Trafico, défaite à domicile face à Minnesota sur le score de 2-0, match nul à Orlando sur le score de 2-2, match nul à Philadelphie sur le score de 1-1, puis hier, match nul face à Toronto à domicile 1-1. Donc, il faut faire attention parce que beaucoup peuvent dire « Ouais, mais ils ont tellement d'avance qu'ils peuvent se permettre, ainsi de suite. » Oui, c'est vrai. Mais sauf que quand, dans la tête de joueurs, tu commences à te suffire de résultats aussi mauvais pour une équipe aussi dominante que LAFC, ce genre de série-là peut continuer dans les séries et on peut avoir une grosse surprise assez vite dans les séries où LAFC s'en va. Donc, il va falloir que Bob Bradley et que les joueurs, surtout les vétérans de l'équipe de LAFC, et c'est là où le bas blesse parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vétérans, cette équipe de LAFC, même si Carlos Vela a beaucoup d'expérience et de leadership. Il va falloir que ces gens-là parviennent à regrouper tout ce monde-là et leur dire, bon, écoutez, on arrête de niaiser, puis on commence à se reprendre. Oui, il reste 3 matchs qui sont assez prenables, LAFC contre Houston, à Minnesota et contre Colorado, mais sauf que je pense que LAFC doit recommencer à écraser un peu ses adversaires pour pouvoir rentrer dans les séries éliminatoires avec un certain sans avoir un certain malaise dans la tête. Donc c'est ça un peu qui me dérange du côté de l'AFC en date d'aujourd'hui. D'accord. Et toi, Mathieu, est-ce que tu es du même avis qu'a dit? Vraiment, là, tu commences à t'inquiéter un peu pour les hommes de Bob Bradley? Déjà, le match d'hier contre Toronto, que j'ai suivi un peu en parallèle avec celui du LA Galaxy contre Montréal, n'eût été du penalty provoqué par Mavinga dans les arrêts de jeu et converti par Carlos Vela. Le LAFC a échappé à une catastrophe avec une défaite contre Toronto FC. Ça aurait été sa 2e défaite à la maison, puisque dans la tendance de 5 matchs sans victoire dont Adi vient de parler, ils ont eu leur première défaite à la maison contre Minnesota. Cette équipe-là était invaincue jusque-là sur son territoire. Alors, on a des signes que cette équipe-là est un peu en mode de 2 à l'heure, dans une zone de confort un petit peu trop après, parce qu'ils avaient eu 5 victoires consécutives avant cette série là, de 5 matchs en victoire. Donc, il va falloir reprendre le boulot, retourner à la planche à dessin du côté des hommes de Bob Bradley, parce qu'effectivement, et c'est quelque chose là, qu'il faut préciser, c'est qu'en MLS, souvent les équipes qui vont loin en série sont des équipes qui finissent bien leur saison. Ils sont sur une tendance positive et ils continuent à aller dans ce sens-là. Alors, si LAFC entre dans les séries, mais avec plusieurs matchs nuls, voire une série peut-être là, d'insuccès sans victoire, et malgré leur position très confortable au classement, ça veut dire qu'ils vont être probablement 2 semaines sans jouer. Ça ne sera pas de bon augure. Ils vont affronter une équipe qui va être probablement emportée par son élan et qui n'aura pas de complexe face à eux. Et c'est là que ça va peut-être se jouer l'avenir du club en série. Et au MLS, il faut prendre ça au sérieux. Je suis certain que Bob Bradley, là, il note les 3 derniers matchs là, dans son calendrier contre Houston, Minnesota et Colorado. Et il ne faudra pas prendre ces matchs-là à la légère parce qu'on va vouloir bien finir la saison. Néanmoins, c'est vrai que globalement, LAFC, c'est une saison impressionnante. Je sais qu'Adi a parlé de Segura. C'est une des raisons pour lesquelles cette équipe-là, qu'on croyait plus faible défensivement, a montré tout de même une amélioration de ce côté. Et ils ont c'est incroyable, un différentiel de plus 44. Je pense que c'est jamais vu en MLS, un différentiel aussi prononcé. Mais une fois en série, tout ça, ça ne veut plus rien dire parce que tu vas tomber sur des adversaires. Et surtout dans l'Ouest, il y a beaucoup d'adversaires aguerris qui vont vouloir aller, si on veut, là, tenter de la bête là, pour l'anéantir, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et si on continue dans le classement, là, moi, je diviserais les choses pour la 2e, 3e et 4e place. C'est les Thunders au 2e rang avec 50 points, 3 matchs à jouer.
le Galaxy avec 48 points, 3 matchs à jouer. Et Minnesota avec 48 points et 4 matchs à jouer. Je crois que ces 3 équipes-là sont pratiquement qualifiées d'être en série. Là. Ils font une belle saison. Mais j'aimerais, Mathieu, t'entendre au sujet des Loons, le Minnesota United. On sait que chez Culture Soccer, là, Adi les adore, Antoine les adore, je les adore, mais on aimerait avoir ton point de vue à toi sur Minnesota et si tu veux sur les Sounders et le Galaxy par la suite. Là. Non, moi, sincèrement, je voyais Minnesota dans le portrait des séries sans aucun doute cette année. Je trouvais leur équipe assez bien nantie. Et durant leur saison, ils n'ont pas démérité, bien au contraire. Au milieu de l'été, ils ont eu une belle séquence de 4 victoires de suite. Il y en a une, c'était contre Montréal. Et c'est une équipe qui n'a pas eu non plus de longues séquences de défaites. Ils en ont eu une séquence de 3 défaites au mois de juin, mais sinon, on a su éviter des spirales négatives pendant la saison. Et en plus de ça, c'est une équipe que, lorsqu'on regarde son travail au classement, malgré sa 4e place, je pense que cette équipe-là a les moyens de terminer plus haut. D'abord, ils sont très forts à la maison. À l'étranger, ça pourrait être mieux, mais c'est pas si mauvais. Et ils sont solides, je pense, dans à peu près toutes les positions, surtout en comparaison du LA Galaxy, qui pour moi est beaucoup plus faible défensivement. Et tandis que, alors que, bon, pour les Sounders, c'est une équipe régulière. Je dirais pas qu'ils sont programmés, mais c'est une équipe très stable et ça explique leur 2e place. Mais je vois Minnesota finir devant le LA Galaxy. Ils ont un match en main sur eux. Et ils ont, je trouve, une équipe beaucoup plus équilibrée que le LA Galaxy. Et je pense que Minnesota a les moyens d'aller terminer en 3e place. Ça serait déjà une excellente saison. Bon, ça sera pas facile. Ils s'en vont à Portland. Ils vont jouer contre le Sporting. Et ensuite, le LAFC et à Seattle. Donc, toutes des équipes très, très fortes là, dans la conférence. Mais considérant leur position au classement et le fait que, justement, tu joues plus souvent contre les équipes de ta conférence, ça prouve que Minnesota, c'est une équipe de qualité et qui est capable de rivaliser avec ces équipes-là. Alors, je pense qu'ils mériteraient, au vu là, de l'ensemble là, de leur performance, là, je dirais la 3e place. D'autant plus que LA Galaxy, qui sont très faibles à l'étranger, ils ont leurs 3 derniers matchs, ils en ont 2 à l'étranger, dont un à Houston. Et s'il y a une chose positive du côté de Houston, on va y revenir sans doute plus tard, c'est quand Houston à la maison, ils sont très à l'aise. Et il y a un match contre le Real Salt Lake qui a encore une saison surprenante. Alors, sur les 3 matchs, il y a peut-être juste contre Vancouver que le Galaxy est peut-être assuré d'une victoire. Alors, c'est pour ça que je pense que Minnesota a des chances de terminer là, en 3e place, voire même de se rapprocher probablement là, des Seattle Sounders. Mais du côté de Seattle, je l'ai déjà dit, c'est une équipe stable. Ils ont eu eux aussi qu'une seule séquence de 3 défaites cette saison. Mais sinon, ils ont su éviter là, des longues séries de défaites. Oui, ils vont jouer à l'étranger en fin de saison. Et le dernier match contre Minnesota, à la fin, ça va peut-être être déterminant sur la 2e et la 3e place. Mais au-delà de ça, ils vont jouer à San Jose et à DC. Ça ne sera pas facile, mais Seattle, c'est la meilleure équipe des 3 dans cette zone-là, qui est 2e, 3e, 4e. C'est la meilleure équipe des 3 à l'étranger. Et ils ont un bon effectif. Ils ont su faire le virage là, pour se maintenir là, dans le haut du classement malgré les départs de Clint Dempsey puis de Air Marshall. C'est une équipe là, qui, à la différence d'autres équipes là, que je ne mentionnerai pas, mais bon, tous ceux qui me suivent sur Twitter me connaissent, c'est une équipe admirablement structurée. Je ne les vois pas s'effondrer là, à la fin de la saison, mais ça va être chaudement disputé avec Minnesota. Je pense que le LA Galaxy, pour avoir vu le match contre Montréal hier, je n'ai pas été si impressionné malgré leur domination en 2e mi-temps et malgré un Ibrahimovic là, qui était un peu partout. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'individualisme. C'était pas assez collectif encore pour dire que c'est une équipe qui mériterait la 3e place. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, ils étaient, je pense, 5e. Alors, je ne les vois pas terminer 3e. Les Galaxy peut-être un petit peu plus bas au classement. Et je pense que Minnesota, toujours pour finir, là, pour répondre à ta question, moi, je les vois beaucoup plus haut. Et même, je les vois dans le portrait des séries aller loin. Parfait. Et toi, Adi, Minnesota, pour toi, est-ce que c'est synonyme de 2e position? Écoute, il y a une possibilité qu'il soit 2e, il y a une possibilité qu'il soit 3e, il y a une possibilité qu'il soit 4e, mais c'est très difficile de le dire dans l'Ouest. Même il y a une possibilité qu'il finisse 7e, hein, parce qu'ils sont pas à l'abri de ça non plus. La chose qui joue en la faveur de Minnesota, c'est qu'ils ont un match en main. Ils ont un match en main, mais comme l'a dit Mathieu,
les matchs qui leur restent sont quand même assez difficiles. Ça va pas être facile pour Minnesota de se qualifier pour les séries et ils vont se qualifier pour les séries, mais de se qualifier dans les 3 premiers pour avoir l'avantage du terrain lors des matchs des playoffs. Par contre, moi, je l'espère beaucoup. Comme tu le sais, dans mon pari dingue du début d'année, j'avais dit que Minnesota finirait dans le top 3. Ben, j'en suis pas loin. Donc, il y a une chance que ça arrive encore. Donc, moi, j'aimerais bien avoir cette petite victoire-là, moi, personnellement. Et puis, c'est une équipe que j'aime beaucoup, très bien construite et ainsi de suite. Pour le reste, Seattle, LA Galaxy, Seattle, on s'y attendait qu'ils étaient dans le top 3. LA Galaxy, je suis un peu surpris parce que je trouve que leur défense est vraiment nullissime. Je suis surpris de les voir aussi haut. N'empêche, quand tu as quelqu'un qui domine autant avec Zlatan Ibrahimovic, qui marque autant de buts, c'est normal que tu te retrouves aussi haut. Par contre, le collectif en tant que tel, comme l'a dit Mathieu, est quand même un peu défaillant selon moi. Hier, le Galaxy jouait face à l'Impact de Montréal. L'Impact de Montréal se présentait avec une équipe B, voire une équipe C sur le terrain. Et puis, le Galaxy a eu du mal à l'emporter 2-1. Montréal aurait très bien pu marquer un deuxième but ou même l'emporter, ça n'aurait pas été choquant sur la physionomie du match. Par contre, je sais que tu as divisé ça avec les 3 premières équipes. Par contre, moi, j'aurais ajouté Real Salt Lake parce que le Real Salt Lake est juste à 1 point de Minnesota et de LA Galaxy. Ils ont 47 points. Il reste 3 matchs à jouer pour eux. Et puis, je pense que ça va être très difficile de déloger Real Salt Lake. J'ai vu son match hier ils ont joué face au New England Revolution. Ça a été très difficile parce qu'ils jouaient à l'extérieur. New England était en feu. Par contre, j'ai bien aimé le fait que Real Salt Lake n'a pas sué du point de vue où la défense a plié mais n'a pas rompu en fait. Et puis c'est ça qui est extrêmement intéressant de voir une équipe qui a un collectif tellement fort, mais vraiment tellement fort que je pense qu'il n'y a pas de doute qu'ils vont se qualifier pour les séries. Et ça ne m'étonnerait pas aussi de les voir finir un peu plus haut que la 5e place. Donc, c'est pour ça que moi, je l'aurais mis avec le groupe de Seattle Galaxy à Minnesota. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony. Est-ce que tu les mettrais aussi dans ce groupe-là ou tu préfères les mettre dans le groupe d'après? Oui, non, t'as raison, vraiment. Là, selon moi, là, ils sont pratiquement assurés de se faire une place en série éliminatoire et je suis vraiment content parce que en début de saison, même un peu avant, j'avais fait un article sur ce club que vraiment je trouve qui est bien géré, qui est un peu sous les radars, mais qui fait des recrutements intelligents, qui a investi dans son centre d'entraînement, qui a investi dans sa réserve, vraiment qui a investi aussi dans son académie, qui est une des meilleures en MLS depuis le tout début, quand on voit des joueurs comme Justin Glad, Sébastien Saucedo, des joueurs comme ça. Et vraiment, là, non, pour moi, t'as raison. Le RSL est vraiment mieux placé que, par exemple, San Jose ou Dallas. Mais et vraiment, Mathieu, est-ce que tu as un avis sur le Real Salt Lake? Ouais, c'est une équipe, ils ont changé d'entraîneur en cours de saison. Ils sont débarrassés de Mike Petke. Ils sont même débarrassés de lui alors que l'équipe ne connaissait pas forcément à ce moment-là une tendance ultra négative. Ils ont perdu aussi les services de l'attaquant libérien. Vous savez que ma spécialité, c'est l'Afrique. Sam Johnson, qui avait une excellente saison, mais qui a été blessé. Malgré tout, cette équipe-là s'est beaucoup fiée sur sa défensive pour rester très solide. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence, je trouve, par rapport à d'autres équipes dans l'Ouest. C'est une équipe très, très forte sur le plan de la défensive. C'est une des équipes qui a concédé le moins de buts dans la conférence Ouest là, avec LAFC. Et c'est ce qui, selon moi, va peut-être leur donner les chances de grimper au classement. Et je ne serais pas, moi non plus, étonné de les voir passer devant le LA Galaxy. Parce que le LA Galaxy, comme je l'ai dit, on a l'impression que c'est une somme d'individualité. Et c'est vrai que Schelotto fait un très bon travail, mais on voit qu'au niveau du recrutement et au niveau du collectif, il y a encore des relents des insuccès des saisons précédentes lorsque le LA Galaxy avait été écarté du portrait des séries. Alors là, cette saison, oui, offensivement, ils ont montré des belles choses. Lorsqu'ils jouent collectivement, ils sont très forts, mais dès le moment qu'ils tombent dans leur travers, ils sont très vulnérables. Et c'est là-dessus, moi, où je les vois peut-être
peut-être descendre de quelques rangs au classement et peut-être justement le Real Salt Lake, au même titre que Minnesota United, pourrait en tirer parti et monter au classement. Et c'est vraiment, vraiment du côté de la défensive là, qu'on semble avoir trouvé si on veut la fondation cette saison pour que cette équipe-là soit très solide et se positionne encore une fois en haut de la ligne rouge pour faire les séries. Juste un petit clin d'œil, on a un ancien de l'Impact, Denis Toya, qui joue au Real Salt Lake. Des fois, c'est un joueur qui passe toujours sous le radar, mais on se souvient qu'à Montréal, il avait rendu de précieux services et il en rend également avec le Real Salt Lake. Donc, c'est ça. Sinon, je n'ai rien à rajouter sur ce que vous avez dit. C'est exactement quelque chose, moi, que j'apprécie dans cette équipe-là, comment elle investit dans son académie, la formation, comment il y a un plan sportif très solide. Dans cette équipe-là, ils sont très bien structurés. Alors, c'est pas un hasard si cette équipe-là, pour une deuxième saison de suite, va être dans le portrait des séries éliminatoires. Effectivement, et si on continue, vraiment, moi j'ai l'impression que pour les 2 dernières places qualificatives pour les séries, là, ça joue à 3 entre San Jose, 44 points, 3 matchs à jouer, Dallas, 44 points, 3 matchs à jouer, et vraiment Portland qui est tout juste en dehors des séries avec 4 matchs à jouer et 1 point derrière Dallas. C'est sûr qu'on pourrait compter également les Rapids du Colorado, mais avec seulement 2 matchs à jouer et 5 points de la dernière place qualificative, là, c'est pratiquement mission impossible. Elle devrait faire une fin de parcours parfaite et vraiment là, que tout le monde se rate. Mais vraiment, j'aimerais quand même qu'on aborde le cas des Rapids là, parce que depuis le changement d'entraîneur, il y a eu Connor Casey et ensuite il y a eu leur nouveau entraîneur. Là, j'ai pas son nom en tête malheureusement. Mais vraiment, là, l'équipe s'est métamorphosée et vraiment, je crois que ça va être un bon compétiteur l'année prochaine. Je sais pas si toi, Mathieu, tu voulais aborder le cas des Rapids avant qu'on tombe avec San Jose, Dallas et Portland. Ben, assez ironiquement, de toutes les équipes que tu as mentionnées, l'équipe qui a la meilleure séquence, c'est Colorado. Ils ont 4 victoires lors de leurs 5 derniers matchs. Donc, pour leurs 2 derniers, c'est contre Dallas, c'est contre LAFC. Mais néanmoins, je pense pas qu'ils vont réussir à franchir le cap des séries. C'est quand même 5 points d'écart, puis ils ont joué plus de matchs que leurs adversaires. Mais ils ont su finir en force cette saison, donc ils peuvent jouer le rôle de poil à gratter dans cette conférence. Mais je dis ça parce qu'effectivement, c'est l'équipe qui a eu la meilleure séquence. Portland, Dallas et les Earthquakes, en ce moment, là, au moment où on se parle, Portland est sur une série de 2 défaites consécutives, San Jose 3 défaites consécutives et Dallas 1 défaite et 1 match nul lors de leurs 2 derniers matchs. Donc, aucune des 3 équipes semble prendre l'avantage pour se donner un coussin ou se donner, comment on pourrait dire ça, se donner mentalement les moyens et aussi sur le terrain pour dire c'est nous qui allons prendre la place restante. Puis ils ont toutes des fins de calendrier c'est pas évident. Dallas va jouer contre New York City FC, Colorado et le Sporting en fin de saison. Portland, qui a quand même un match de plus que les autres, va jouer contre Minnesota, Nouvelle-Angleterre, le Sporting. Mais le dernier match de la saison, c'est probablement un match qui va être à suivre. Ça va être contre San Jose. Tandis que San Jose vont jouer contre Philadelphie, Seattle et Portland. Et le match contre Philadelphie, il faut le spécifier, Almeida ne sera pas là, il est suspendu. Espinoza, leur meilleur joueur également. Et quand Espinoza n'est pas là, San Jose ne gagne pas. Les 3 matchs où il n'était pas là, San Jose a eu 2 défaites et 1 match nul. Alors, donc, le match contre Philadelphie pourrait être une 4e défaite de suite là, si les choses tournent mal. Parce que lors de leur dernier match face à Atlanta, où ils se sont inclinés 3-1, l'arbitre a distribué les cartons malheureusement au détriment des Earthquakes. Alors, après leur magnifique séquence pendant l'été, on savait, Adi et moi, on en avait discuté en début de saison, on voyait les Earthquakes comme un club très amélioré. Mais là, à la fin de saison, là, où est-ce que c'est chaudement disputé, là, les choses sont un petit peu moins au beau fixe. Alors, il va falloir qu'une fois passé le match contre Philadelphie, quand Almeida va revenir et Espinoza va revenir aussi, qu'on enchaîne, là, si on veut conserver sa position au classement, parce que Portland, avec leur match de plus, et de toutes les équipes, c'est l'équipe qui joue le mieux à l'étranger, sans doute à cause de leur début de saison où ils étaient toujours à l'extérieur, étant donné les rénovations apportées à leur stade. Ben Portland, ils sont outillés pour jouer aussi bien à l'étranger qu'à la maison.
Donc, ils seront pas faciles à prendre en cette fin de saison. Et du moment qu'ils vont jouer leur match en main sur Dallas et les Earthquakes, ben, si Portland gagnait ce match en main-là, ils passeraient devant les deux équipes. Ça les mettrait donc en meilleure posture. Alors que du côté de Dallas, ben, ils sont forts à la maison, mais plus faibles à l'étranger. Et d'ici la fin de la saison, ben, Dallas va jouer un seul match à l'étranger. C'est contre Colorado qui est sur une bonne séquence. Par contre, on reçoit New York City FC qui est très fort également à l'étranger. Et le Sporting qui va lui aussi tenter de finir sur une bonne note, eux qui ont été affectés par les blessures. On va sans doute en parler un petit peu après. Fait que ça ne sera pas facile pour aucune des équipes. Alors, la clé, c'est de savoir est-ce que Portland va profiter de son match en main? Est-ce que les Earthquakes vont réussir à se relever de leur mauvaise passe et à tenir le coup contre Philadelphie alors que l'entraîneur et Espinoza ne seront pas là? Et Dallas, est-ce qu'ils vont réussir à quand même là, à montrer avec leur jeune équipe, eux aussi, un peu comme le Real Salt Lake, c'est une équipe qui mise beaucoup sur leur académie. Ça a encore été le cas cette saison. On n'a pas senti un gros changement de philosophie malgré le changement d'entraîneur et le changement dans l'effectif. Ils ont encore fait un bon recrutement, par contre, mais on voit qu'il leur manque parfois certains éléments pour franchir un cap. Mais on ne sait jamais. C'est une équipe qui peut encore aspirer là, à garder peut-être la dernière place au classement. Ça va être très, très, très serré. Tellement qu'au moment où on se parle, je ne pourrais pas vous dire lequel des trois va malheureusement être écarté des séries. Il y a comme trop de facteurs aléatoires, beaucoup d'affrontements, et il n'y a pas une équipe qui semble se démarquer en cette fin de saison. Alors là, ça s'annonce assez palpitant cette course aux séries dans l'Ouest, juste pour ça. Oui, en effet, la Decision Day risque d'être assez stressante pour ces clubs. Oh, toi, Adi, tu vois qui se qualifier? Ouais, comme l'a dit Mathieu, ça va être presque impossible à deviner. Trois équipes qui ont dernièrement des résultats en dents de scie. Trois équipes qui sont très bonnes sur le papier. Que moi, je voyais, en fait, au début de la saison, je voyais les trois dans les séries. Donc, ça m'étonne de les voir les trois se batailler pour ces deux dernières places. Par exemple, je voyais pas Real Salt Lake aussi haut. Par contre, ils m'ont impressionné. Mais c'est ça, c'est trois équipes quand même très très bonnes. Je suis pas très inquiet du fait que Almeida sera pas là pour un match. Ça m'inquiète pas beaucoup. Je pense que le rôle d'un entraîneur durant un match est un peu moins important qu'avant et après le match. C'est Espinoza la clé. Oui, Espinoza, c'est une grosse perte, effectivement. C'est un excellent ailier droit qui a fait tellement de bien à San Jose. J'en ai parlé un peu dans ma chronique. C'était je pense, si je ne me trompe pas, qui était sur le banc au poste d'ailier droit dans ma chronique, le 11 des recrues de la MLS 2019. Par contre... je suis curieux de voir ce qui va se passer. Je suis très déçu du côté de Portland. Portland avait fait un énorme travail à l'extérieur en début de saison. Et là, ils viennent de tout gâcher avec plusieurs défaites et plusieurs contre-performances à la maison. On sait que toujours à Portland, Portland a toujours montré comme quoi ils étaient très à l'aise à la maison. Ils avaient beaucoup de mal à perdre à la maison. Mais si on regarde ici, sur les 6 derniers matchs, tous joués à la maison, ils ont quand même 4 défaites. 4 défaites à domicile sur les 6 derniers matchs. Si jamais ils avaient gagné 2 ou 3 de ces matchs-là, on parlerait même pas de Portland en train de se batailler pour les séries. On serait en train de parler de Portland deuxième dans la conférence Ouest au lieu de parler de Portland. Est-ce qu'ils vont se qualifier pour les séries ou non? Ils ont eu une défaite à domicile contre Atlanta, à domicile dans le derby face à Seattle, à domicile face à DC United, puis à domicile face aux Red Bulls. Donc c'est quand même... Et sur ces 4 défaites, 3 défaites ont été par blanchissage. Portland n'a même pas marqué à la maison. Oui, exactement, ce qui est encore plus grave. Donc, bref, en tout cas, ça va être une route très difficile, une fin de saison très difficile pour ces 3 équipes-là. Puis, ça va être celui qui mouille le plus le maillot qui va gagner. Par contre, j'aimerais parler des Rapids. Et je gardais ça un peu pour la fin parce que, pour moi, c'est impossible de prédire qui va se qualifier pour ces 2 postes-là. Par contre, les Rapids,
très sérieusement, chapeau bas. Chapeau bas pour les Rapids. On sait qu'ils ont commencé la saison avec Anthony Hudson, qui était complètement à côté de la plaque. Ils étaient la pire équipe de la MLS. On se rappelle très bien que pendant très longtemps, c'était un peu la risée de la MLS durant toute cette année. Puis, une fois que Hudson a été renvoyé, on a eu Connor Casey qui est venu, qui a fait un intérim quand même assez long et qui a pu un peu redresser l'équipe et avoir quelques bons résultats. Bon, après, ça s'est pas très bien passé. Puis là, depuis que Robin Fraser est venu, Robin Fraser, pour les gens qui connaissent pas Robin Fraser, c'est un ancien joueur qui est une des légendes un peu de la MLS. Il a joué très longtemps à MLS. Il a été très, très bon. Robin Fraser, ce qui est intéressant pour lui, international américain aussi dans le temps où il était joueur, c'est qu'il est arrivé, il était devenu assistant au Real Salt Lake, puis il a eu un poste au Chivas USA pendant 2 ans en tant qu'entraîneur-chef, et après coup, il n'a jamais eu sa chance en tant qu'entraîneur-chef. Il a été assistant aux Red Bulls, assistant pendant 5 ans à Toronto, avant de prendre de nouveau une équipe première avec les Rapids. Puis depuis que Robin Fraser a été engagé le 25 août, on regarde un peu l'affiche de Colorado. Une victoire à l'extérieur aux Red Bulls, une victoire contre Seattle Sounders à domicile, une victoire contre le LA Galaxy à domicile, une défaite à Toronto sur le score de 3-2 qui s'est joué à rien, puis une victoire à Sporting Kansas City, à Kansas City, 3-2. C'est quand même... il faut vraiment apprécier le travail de Robin Fraser. C'est pas des petites équipes qu'il a joué, hein. On parle des Red Bulls, on parle des Sounders, on parle du Galaxy, on parle de Toronto. Bon, après, Kansas City, c'est peut-être pas la meilleure équipe cette année, vu qu'ils ont eu beaucoup de blessures, comme l'a dit Mathieu. Mais n'empêche, c'est quand même admirable de voir les Rapids qui, en date d'aujourd'hui, le 22 septembre, on est le 22 septembre aujourd'hui, ont encore une chance mathématique de faire les séries. Ce sera presque impossible, je vais pas dire impossible, mais ce sera très, 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 très improbable de les voir dans les séries. Mais n'empêche, c'est quand même impressionnant de voir les Rapids être encore dans la course mathématique pour se qualifier. Et moi, je trouve ça vraiment magnifique. Et voilà, pour ceux qui suivent pas la MLS et qui en sont à leur début, voilà le genre d'histoire que vous pouvez voir en MLS. Des histoires comme ça où la pire équipe peut très facilement battre la meilleure équipe. Et c'est ça qui fait la beauté de ce championnat-là. Ils ont, après 8 défaites consécutives comme séquence médiocre en début de saison, ce qui leur avait creusé le trou dans lequel ils s'étaient enfoncés. Ils étaient même derniers de la conférence. Mais là, ils ont la meilleure séquence de toutes les équipes, comme je disais. Puis en plus, la défaite contre Toronto, c'est un match chaudement disputé qui s'est terminé 3-2. Toronto, on peut dire, en a sué un bout pour venir à bout des Rapids. Et à Toronto de surcroît. Alors le prochain match contre Dallas, là, c'est un match où là, Colorado pourrait justement faire figure de poil à gratter. Dallas, il va falloir prendre ce match-là très au sérieux si justement l'équipe texane veut conserver ses chances de rester dans le portrait des séries. Et après ça, bon, dans le Decision Day, c'est contre LAFC. Et LAFC, s'ils veulent partir sur de bonnes bases pour aborder les séries, même si le match est à la maison, il va falloir quand même LAFC prendre quand même cet adversaire-là au sérieux parce que justement, l'équipe de Colorado connaît la meilleure séquence de sa saison au moment où on se parle, grâce comme tu l'as si bien dit, Eddie, grâce à Fraser qui a su prendre en main cette équipe-là, même si Connor Casey avait quand même freiné la spirale négative à la mi-saison. Parfait. Et avant de terminer, j'aimerais savoir s'il y a un de vous deux a quelque chose à rajouter. Oui. Oui, j'ai quelque chose à rajouter qui serait quand même assez intéressant à mentionner. J'ai oublié de le dire un peu dans la première partie quand on parlait des équipes de l'Est. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé hier qui est quand même assez troublant. Joseph Martinez s'est blessé et a été remplacé lors de la victoire face à San Jose à la 79e minute. Puis Frank de Boer a dit comme quoi la blessure pourrait être assez sérieuse et assez grosse. Ça va être très compliqué pour Atlanta de performer aussi bien que ce qu'ils ont fait sans un Joseph Martinez à 100%. Et c'est important de le mentionner que ça pourrait affecter bien évidemment la course aux séries
je veux dire la course au titre, parce que la course aux séries, Atlanta est 100% là-dedans, là. Mais n'empêche, la course au titre serait assez difficile pour Atlanta sans Joseph Martinez. D'accord. Et toi, Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Personnellement, ce que je rajouterais, c'est que j'ai hâte de voir à la fin de la saison quelles vont être les tendances pour déterminer là, un peu qu'est-ce qui pourrait se passer en série par rapport à qui va jouer contre qui, mais qui dans ce groupe-là connaît, si on veut, une tendance positive, parce que globalement, lorsqu'on arrive dans les séries MLS, je dis pas que c'est à 100% le cas, mais les équipes qui sont sur une tendance positive en fin de saison et qui trouvent leur élan, généralement vont loin en série. Pensons à Seattle, notamment, lorsqu'ils ont gagné le titre. Ils avaient connu une fin de saison tout simplement extraordinaire cette année-là. Puis ils ont réussi à gagner en série. Atlanta, c'était bon toute la saison l'an dernier, mais ils n'avaient pas terminé sur une mauvaise note non plus. Et ils avaient su, avec tout leur effectif, là, se rendre jusqu'au bout, même si ça paraissait facile. Et un dernier point, et là, c'est pour souligner peut-être le côté africain de ma personne. Encore une fois, le meilleur buteur africain MLS, c'est Kei Kamara à Colorado. À chaque fois qu'on pense qu'il est fini, parce qu'il a quand même, je pense, 34 ans, Kei Kamara, d'ailleurs, hier, il a encore marqué un but contre le Sporting. Ça reste encore une fois là, un joueur très, très solide à l'attaque. Et en pensant à lui, j'ai toujours ce petit regret de penser qu'on aurait pu l'avoir à Montréal à 2 reprises, et les 2 fois, on est passé à côté, on a regardé laisser passer le train. Puis malheureusement, là, quand on le voit performer, là, imaginez tout le bien qu'il aurait pu faire à Montréal si on avait pu avoir un attaquant de cette trempe-là, physique et très, 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 très solide. Et très, très bon. Alors, c'est sur cette note-là que je conclurais, que je conclurais ce commentaire. Par contre, pour Kamara, juste pour mettre à nos auditeurs, pour ne pas les mêler, il a eu 35 ans le 1er septembre, donc il a maintenant 35 ans, toujours aussi bon. Oui, non. Kamara, c'est une légende au poste de buteur en MLS. Mais merci les gars pour votre temps, c'est déjà la fin. Merci à toi Mathieu d'être venu au podcast en tant qu'invité. Merci, j'espère que ça sera pas la dernière fois. Non, impossible. Et merci à toi Adi, comme d'habitude, pour ton temps. Merci à toi, Anthony, du fait que tu étais là malgré le fait que tu es grippé et tu as pu supporter tout ça. J'espère que tu n'as pas trop mal à la tête. Merci à tous bien évidemment, les auditeurs qui nous écoutent de semaine en semaine. J'espère que vous aimez ça. Écoutez, n'hésitez pas à donner vos commentaires. Et on est là pour ça. Donnez vos commentaires. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous nous trouvez nuls, dites-le. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas aussi. Puis partagez notre contenu, discutez de ça entre vous, avec nous, et ça nous fera plaisir de vous répondre. Oui, vas-y Mathieu. Juste dernier point, très très rapidement, je viens d'y penser. Adi a parlé de la blessure à Joseph Martinez, qui était encore dans le portrait de la course du meilleur buteur. Il y en avait 26 au compteur. Zlatan, hier, contre Montréal, en a marqué 27, et on l'a vu plusieurs fois exprimer sa frustration quand Bush a fait quelques arrêts, mais aussi quand des joueurs comme Pavone ne lui passaient pas le ballon alors qu'il était bien démarqué. Et Vela, hier, qui a marqué son 29e sur un penalty, conserve donc 2 buts d'avance en tête du championnat des buteurs. Alors, est-ce que Zlatan va tenir sa promesse de terminer en tête en battant tous les records, alors que Vela est celui qui mène au classement des buteurs? Ça aussi, ça promet pour la fin de la saison. Oui, en effet. Et vous voyez comment Mathieu peut être passionné, même en conclusion. Il apporte de nouveaux sujets. Et d'ailleurs, là, si vous voulez en avoir plus de Mathieu, n'hésitez pas à aller lire son plus récent article sur les paris sportifs. Vraiment, là, ça risque d'être une nouvelle réalité en MLS. Ouais, j'espère qu'on aura l'occasion dans un podcast de discuter de ça, de ce qui se passe en dehors des terrains en MLS. C'est très intéressant. Oui, sans faute. Et donc, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être là chaque semaine. Et comme le dit Adi un peu plus tôt, là, la meilleure façon de nous encourager, c'est de partager notre contenu et commenter pour qu'on puisse faire encore plus un contenu à votre goût, à votre image. Donc, merci à tous. D'être toujours fidèles, que ce soit sur ce podcast, sur le CSL Érable ou dans nos articles. Donc, on ne pourrait jamais vous remercier assez. Donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous.